Agnès Buzyn, l'hôpital, les urgences craquent, le système de santé est toujours mis en avant. Pourtant, sur le terrain, on crève la bouche ouverte. Ce sont les aides-soignants dans les services d'urgence qui témoignent dans la PQR, un peu partout d'ailleurs dans le territoire. Agnès Buzyn, comment en est-on arrivé là? Il est vrai qu'aujourd'hui, la santé, et quelque part l'accès à notre système de santé est une préoccupation majeure des Français. Et en arrivant au ministère, j'ai réalisé à quel point la situation était en fait hétérogène. Nous avons fort heureusement des établissements qui fonctionnent bien, mais nous avons des établissements qui manquent de personnel. Nous avons des urgences qui sont surchargées parce que la médecine de ville n'est pas au rendez-vous dans tous les territoires pour des raisons diverses, notamment parce que nous n'avons pas formé suffisamment de médecins depuis 30 ans et qu'aujourd'hui, la démographie médicale étant en baisse, nous avons de plus en plus de difficultés à accéder à des soins de proximité, à une médecine qu'on appelle de ville, c'est-à-dire la médecine libérale, son médecin généraliste, il y en a de moins en moins. Et donc, les patients vont directement aux urgences, pas toujours pour des raisons urgentes, mais simplement pour accéder aux soins. Sur cette grève des urgences qui a lieu, aujourd'hui d'ailleurs, grève générale à la PHP, est-ce que vous allez prendre des nouvelles mesures pour répondre à leurs revendications, à leurs demandes? À la PHP, c'est une grève qui a lieu dans quelques hôpitaux, qui est en fait liée à des problèmes de sécurité. C'est secondaire à une série d'agressions, donc ça pose des problèmes particuliers. Je ne nie pas les conditions de travail, mais ce n'est pas ce qui a déclenché la grève à l'assistance publique. Donc, les négociations sont en cours avec le directeur de la PHP pour améliorer les conditions de travail, notamment de sécurité. Et nous avons créé cette année un observatoire de la sécurité des soignants, de façon à partager les bonnes pratiques, essayer de trouver les bons leviers pour protéger à la fois les professionnels hospitaliers, mais également les professionnels en ville qui souffrent aussi énormément d'insécurité et d'incivilité. Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de patients sont parfois agressifs, ne supportent pas d'attendre. Or, l'attente, elle est liée évidemment à la gravité des patients qui précèdent, elle n'est pas liée à la volonté d'embêter les usagers. Et donc, voilà. Vous évoquez beaucoup la question des territoires, la question parisienne, et puis il y a tout le reste de la France. Qu'est-ce que dans votre plan, vous pouvez garantir? Quel est votre objectif en matière de maintien de ces services d'urgence, et notamment en milieu rural? Alors, moi, il est clair, et je veux le dire sincèrement, tant que je peux maintenir une offre d'un service de proximité, je le fais. Aujourd'hui... C'est quoi la proximité? La proximité, c'était aujourd'hui, quand un hôpital existe et qu'il a des services, j'essaye au maximum de maintenir l'offre. Mais nous souffrons d'un déficit de professionnels. Et donc, il y a des postes vacants. Et il y a parfois, dans certains services, des gardes qui ne sont plus assurés. Donc, je dois faire en sorte de réorganiser un système de soins à nombre de médecins un nombre de médecins constant pour encore 5-6 ans avant que la démographie médicale n'augmente à nouveau. L'engagement qui avait été pris par Emmanuel Macron de ne fermer aucun hôpital ou service pourrait ne pas être tenu du fait de ce manque de personnel? Non, il y a un engagement que j'ai pris dès mon arrivée et que le président rappelle régulièrement. Nous avons pris l'engagement de ne fermer aucun hôpital de proximité. C'est-à-dire que nous allons aujourd'hui réinvestir dans des hôpitaux de proximité pour les adapter aux besoins des territoires, et beaucoup de ces hôpitaux sont en très grande difficulté pour recruter. Faute de médecins... Pas de fermeture d'hôpital, ça ne veut pas dire pas de fermeture de service. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, quand il n'y a plus de professionnels, quand il n'y a plus de médecins, on peut toujours laisser ouvert un service, mais s'il n'y a plus de médecins pour les faire tourner, je suis évidemment obligée parfois de restructurer. Ça veut dire d'assurer un service qui va éventuellement projeter d'autres médecins dans le service qui est en difficulté, mais quand il y a vraiment un manque de soignants, parfois nous sommes obligés de fermer des services. Agnès Buzyn, est-ce que vous jugez, vous êtes la ministre de la Santé et des Solidarités de notre pays, qu'on a toujours un des meilleurs ou le meilleur système de santé du monde? On a d'excellents soignants, très très bien formés. C'est pas ma question, hein. Oui, mais alors on a de très bons soignants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le circuit, on est très bien pris en charge. Et on a de très beaux plateaux techniques et on a vraiment une médecine de très bonne qualité. Et donc? Mais le système dans son ensemble fait insuffisamment de place à la prévention. Et donc on doit
mieux organiser, mieux financer la prévention en général pour réduire le nombre de pathologies chroniques. Et puis aujourd'hui, nous avons un problème d'accessibilité aux soins. Tous les Français le disent, ça a émergé dans le grand débat et c'est exactement l'objectif de la loi que je propose, puisque je n'ai pas attendu le grand débat national, malheureusement, pour réaliser la difficulté de la situation. Sujet central, la santé dans notre pays. La vaccination. Vous parliez de prévention à l'instant. Vous vous êtes exprimé d'ailleurs hier encore sur la vaccination. La rougeole, 300% de cas supplémentaires. C'était presque... c'est totalement inattendu. Ça ne vous étonne pas ? Non, ça ne m'étonne pas. On subit quelque part la désinformation et le désengagement à la fois des Français et des médecins parfois face à la vaccination qui est un enjeu majeur de santé publique. J'ai pris mes responsabilités l'année dernière, en 2017 plutôt, en rendant la vaccination obligatoire pour les jeunes enfants, ou en tous les cas en élargissant l'obligation vaccinale de 3 à 11 vaccins. Cela a permis une remontée spectaculaire sur la génération des enfants nés en 2018 du taux de vaccination, de la couverture vaccinale. Et donc pour moi, c'est un excellent signal. Et puis surtout, la confiance revient. On voit bien qu'elle revient chez les médecins. 99% des médecins aujourd'hui sont favorables à la vaccination, 75% à l'obligation vaccinale. Ils trouvent que c'est une bonne mesure. Mais vous parliez et les Français, des médecins, surtout. quand vous parliez de désinformation, il y a aussi un discours anti-vaccin chez les médecins ? Non, mais il commençait à être... je dirais, mis à mal par la résistance de la population. C'est-à-dire que ça nécessitait tellement de temps de convaincre une famille qui n'y croyait plus ou qui avait peur qu'à un moment, ils baissaient les bras. Et sous pression, sous pression, c'était trop long, trop difficile. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux me remercient parce que le discours sur la vaccination passe beaucoup mieux, les familles sont rassurées. Ce scepticisme venait d'où ? Le scepticisme, il est lié au fait qu'on oublie les maladies. C'est-à-dire qu'on a oublié les épidémies. Toute une génération d'enfants vaccinés, notre génération, pas vous madame, mais la nôtre, elle a oublié les épidémies. Nous avons tous été vaccinés. Et donc, de ce fait, on a l'impression que le danger a disparu. Or, dès qu'on baisse la garde, les germes reviennent et le danger n'a pas disparu, c'est la rougeole. Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé, mais on sait à peu près tout, quasiment tout. Les annonces ont fuité. Est-ce que vous pensez qu'il faut passer le week-end de Pâques et qu'il doit s'exprimer absolument maintenant ? Quel est le bon timing selon vous ? Je vais lui laisser, je vais lui laisser le soin de décider. Non, mais votre opinion, quand vous êtes membre du gouvernement, mon opinion, alors d'abord, mon opinion est que nous avons eu raison de faire cette pause et que le président a eu évidemment raison de prendre en considération l'émotion des Français face à l'incendie de lundi. Je crois que personne n'aurait compris et personne n'aurait entendu les annonces et nous avions besoin de ce moment, de recueillement. Ça n'est pas un deuil, il n'y a pas eu de mort. Je suis médecin, je sais le prix de la vie humaine. Et pour autant, l'émotion était intense. Vous l'entendez quand même, cette polémique entre... Il y a un manque de moyens, notamment sur ces questions de santé, notamment comment on prend en charge les enfants autistes, trisomiques dans notre pays, comment on prend en charge, comment on développe, on poursuit la recherche contre le cancer, par exemple. Et à côté de ça, 1 milliard comme ça qui tombe du ciel. Alors, ils ne tombent pas du ciel, ce sont des personnes qui ont été profondément touchées par cet événement. Mais les gens qui donnent à Notre-Dame ne sont pas des gens qui ne donnent pas ailleurs. Je pense que nous ferions une erreur d'opposer la solidarité du quotidien continu dont nous avons besoin. Et je connais très bien les dons sur le cancer ou les dons pour les enfants en situation de handicap, les maladies génétiques, le Téléthon. On voit bien que chaque année, le Téléthon rapporte autour de 100 millions d'euros. Donc on voit bien que cet élan de générosité, il existe, il est constant dans notre pays. Et puis par ailleurs, il y a un événement dramatique qui nous dépasse. Cette cathédrale Notre-Dame, elle nous a été léguée depuis le XIIe siècle. Elle a 850 ans. On a envie de la léguer pour les 800 ans qui viennent. Et donc c'est très important de la rebâtir. Et je crois qu'on a besoin d'une mobilisation forte. Pourquoi ? Parce que cette mobilisation, à la fois maintenant, elle est polémique, mais elle nous a redonné de l'espoir. Souvenez-vous, lundi soir, nous étions effondrés devant cette flèche en train de tomber et on s'est dit, mais quand est-ce qu'on va y arriver ? Quand est-ce qu'on va pouvoir reconstruire ? Avec quel argent ? Et là, on sent que non seulement il y a un élan financier, et il y a la volonté de faire, et de faire vite, et de faire bien, et ça rend l'espérance.